Chers étudiants, bonjour. Donc, cette deuxième vidéo, c'est une extension d'une première vidéo. Donc, je rappelle, dans une première vidéo, donc, on a vu la manipulation des événements, la formule de Bayes et le modèle d'ajustement affine. Dans cette deuxième séance, donc, on va consacrer le cours pour la notion de variable aléatoire. Là, on verra encore la variable aléatoire discrète et la variable aléatoire continue. Donc, pour la notion de la variable aléatoire, donc on va commencer par un exemple. Imaginons qu'on a une population donc constituée par des individus. Les individus ici, ce sont les ménages, ça veut dire comme un petit foyer ou bien une maison. Alors, on va choisir d'une manière aléatoire les éléments qui sont dans la population des ménages. D'accord? Alors, puis, donc, on a constitué un nouveau ensemble. Alors, le nouveau ensemble, ça s'appelle l'univers des possibles. Ça veut dire tous les possibles qu'on a fait, ça veut dire soit un tirage d'une manière aléatoire. Alors, vous avez l'univers des possibles, donc noté oméga U. Alors, dans cet univers de possibles, alors, on estime en fait avoir plus d'informations sur les éléments qui sont ici. Alors, donc, on va définir en fait des modalités associées à chaque événement ici élémentaire qui ont les ménages. On veut savoir par exemple un ménage ici contient une seule personne, contient deux personnes, trois personnes, quatre personnes. Alors ça, donc ils sont notés ici. Donc ce sont des modalités. Alors le fait qu'on fait une association entre l'espace, bien l'univers des possibles avec les modalités, ça s'appelle en fait une variable aléatoire. Donc, je rappelle ici que l'univers de possible, donc il a une association avec un autre ensemble de modalités de la variable aléatoire, ça s'appelle l'ensemble de réalisation. Alors, l'application X ici, qui fait la correspondance entre l'espace univers ou bien l'univers des possibles avec l'ensemble de réalisation, de oméga U et la taille. Alors X, c'est une variable aléatoire quand une variable statistique, l'ensemble de départ est une population. Ça veut dire la population, lorsqu'on fait des études sur la population, donc il s'agit des variables statistiques. Mais lorsqu'on parle d'un univers des possibles, là, on va définir une variable, ça s'appelle une variable aléatoire. Alors, une définition rigoureuse d'une application, alors soit une expérience aléatoire et oméga l'univers des possibles associés. Alors, une variable aléatoire est une application qui associe à chaque événement élémentaire de l'univers des possibles une valeur. Alors, les valeurs qui peut prendre cette variable s'appellent des réalisations. Donc, on a défini une variable aléatoire. Donc, comme pour les variables statistiques, les variables aléatoires, donc, ils possèdent en fait plusieurs natures. Alors, dans le programme de SMC S4, donc, on va s'intéresser aux variables aléatoires quantitatives. Alors, une variable aléatoire quantitative, c'est une variable qui peut prendre que des nombres. Alors, vous avez ici une variable aléatoire, donc dite quantitative. Si ces réalisations, ce sont des nombres. Voilà. Alors, donc, elle est discrète, soit continue. Donc, la variable discrète c'est l'ensemble de réalisations est fini ou infini. Ça veut dire soit une partie de n, ça veut dire ou bien tout l'ensemble de n. Alors, donc, il est dit continu, c'est l'ensemble des réalisations est infini ou dénombrable. Ça veut dire soit on a une partie de R, soit on a tout l'ensemble R. Donc, puisqu'on a parlé de type de variable aléatoire, donc la variable aléatoire en fait discrète, c'est une notion fondamentale en probabilité. Donc, on va commencer par un exemple pour décrypter cette notion. Alors, imaginez qu'on a en fait une expérience aléatoire qui consiste à lancer un dé. Alors, il faut faire attention, chers étudiants, ici, c'est que dans les exercices de probabilité, il faut absolument être attentif. Est-ce que le dé ou bien les instruments qu'on joue avec, est-ce qu'ils sont truqués ou bien ne sont pas truqués? Donc là, on a une partie fondamentale qui est écrite ici. Donc le dé, donc il n'est pas truqué, ça veut dire il est équilibré. Ça veut dire toutes les faces, donc ils ont la même probabilité. Ça veut dire on a une équiprobabilité. Alors imaginons qu'on fait en fait on lance le dé, donc soit on aura 1, 2, 3, 4, 5, donc les faces. Donc si on a la face 1 ou bien 2, donc on va lui associer en fait
la couleur rouge. Si on a pardon, 3, 4 et 5, donc on va associer la couleur verte. Et pour 6, la couleur jaune. Alors là, on a une association entre l'espace, l'univers et les réalisations, comme on disait. Parfait. Alors, on va définir les probabilités. Alors, si les éléments tirés dans oméga appartiennent à B, alors B, en fait, ça sera en fait formé par les éléments élémentaires oméga 3, oméga 4, oméga 5. Alors, la probabilité P de X, définie sur l'ensemble des parties de oméga, qui est rouge, vert et jaune, est telle que, donc pour avoir vert, c'est noter en fait la probabilité de B, je dois absolument en fait parcourir toutes les valeurs, toutes les probabilités donc associées à oméga 3, oméga 4 et oméga 5. D'où en fait avoir vert, c'est la somme de toutes les probabilités de P de oméga I. Et puisque les faces, donc ils ont une équiprobabilité, ça veut dire qu'on peut faire, c'est 1 sur 6 plus 1 sur 6 plus 1 sur 6, ça donne 3 sur 6. De même pour rouge, donc je dois avoir donc soit la face, en fait, je rappelle ici, soit en fait 1 ou bien 2. Donc on a la même chose qui est ici. Donc 1 sur 6, 1 sur 6. La même chose pour champ. Alors la distribution de probabilité ou la distribution de probabilité ou loi de probabilité discrète est l'application Px telle que P de x associé à une valeur Pxi, c'est en fait c'est la probabilité des événements aléatoires qui sont marqués ici. Donc on va noter tout simplement P de x égale à xi, c'est la probabilité P indice i. Parfait. Alors, si on va faire une petite remarque ici, si on a un ensemble A qui est formé de oméga k, tel que x oméga k c'est xi, alors et B donc il est formé par un autre événement élémentaire noté xj par exemple ici, alors A inter B est égal à l'ensemble vide, alors la probabilité pour avoir soit xi soit xj, c'est exactement égal la probabilité pour avoir xi plus la probabilité pour avoir xj, ou bien tout simplement pi plus pj. Ici, on peut dire voilà qu'on a la même analogie concernant en fait le cardinal. Si vous avez deux événements, deux ensembles disjoints, alors P de A union B, c'est le cardinal de A plus cardinal de B. Voilà. Encore une notion fondamentale encore, si on a n réalisations, alors la somme de toutes les probabilités donc vaut 1. Là, on peut dire, voilà, on a cette valeur de vert, rouge, et puis on a jaune. Alors, si on fait la somme des trois probabilités, donc on tombe sur 1. Voilà. Donc, on va passer à la présentation du loi de probabilité. Une fois qu'on a défini la variable aléatoire, et puis, donc, on cherche en fait à savoir sa loi de probabilité. Donc, on cherche en fait la manière pour présenter cette loi. Alors, la présentation de loi de probabilité, donc, ça existe sur 3 types. Soit on a tableau, graphique ou bien formule mathématique. Alors, sous forme de tableau, ça veut dire que je prends toutes les valeurs en fait qui sont prises par la variable aléatoire, d'accord? Et je fais associer en fait ça probabilité de son occurrence. Donc ça, c'est une manière pour calculer, pour présenter la loi d'une probabilité. Là, il faut noter que la somme ici, ça vaut 1. Voilà. Alors, une autre forme graphique, donc à l'aide de tableaux. Donc, on peut présenter par exemple ici les probabilités qui en quelque sorte sont les fréquences. Alors, pour mauvais, c'est 0,3, assez bon, c'est 40% et ainsi de suite. Alors, ça, c'est une manière pour présenter encore la loi de probabilité. Encore une autre formule, autre forme qui permet de présenter la loi de probabilité, c'est la formule mathématique. Ici, je fais un exemple, malgré qu'on n'a pas encore passé à la loi de probabilité discrète. Ici, je fais un exemple sur la loi de Poisson, pour que P de x égale à K. Donc, il est donné par cette formule, qui est en fait la loi de Poisson de paramètre 0,2. Voilà.
Alors, la fonction de répartition, donc il est absolument savoir la fonction de répartition, c'est une notion fondamentale en fait qui permet encore d'évaluer la loi de probabilité. Alors, si on va revenir à l'exemple de tout à l'heure pour les ménages, alors si je choisis ici la probabilité, donc je définis la variable aléatoire à avoir une personne 2, 3, 4 ou bien supérieure à 5. Donc, je peux représenter ça sous forme d'un tableau, d'accord? Alors, avoir une seule personne, ça représente 42,45. D'accord? Alors, pour la deux personnes, ça s'écrit ici. Alors, 32,27, en fait, on prend l'effectif des gens, donc ayant 2, divisé sur la population. Donc, on a trouvé, en fait, cette valeur. Alors, les probabilités cumulées sont calculées en sommant les probabilités individuelles des réalisations suivantes. Donc, pour avoir en fait, voilà, ça s'écrit ici. Alors, la probabilité de choisir un ménage dont la taille est inférieure à 2, donc c'est P de x est inférieur à 2. Donc, il est noté tout simplement f de 2. Donc, c'est P de x égale à 1 plus P de x égale à 2. Alors, une définition rigoureuse. Alors, la fonction de répartition d'une variable quantitative x dont est f est la fonction définie sur R par cette formule. D'accord? Donc, pour arriver à x, donc il faut parcourir toutes les valeurs qui sont inférieures à x. Voilà. Alors, les propriétés fondamentales de la fonction de répartition, c'est que puisque là, la fonction de répartition, en fait, c'est une probabilité, alors bien évidemment, doit être comprise entre 0 et 1. D'accord? Et puis, vous avez la fonction de répartition, c'est une fonction qui est croissante. Un exemple qui va illustrer ceci. Alors là, vous avez des réalisations, d'accord? Vous avez des réalisations qui sont ici. Voilà. Et puis donc là, on fait la fonction de répartition. Vous voyez là qu'on a une fonction en escalier. Voilà. Et vous voyez là qu'à partir de la dernière valeur, en fait, la valeur de f, ça vaut 1. Passons maintenant à une autre notion fondamentale aussi, et il s'agit de couple de variables aléatoires discrètes. Autrement dit, étant donné deux variables aléatoires discrètes, donc on cherche en fait à savoir leur indépendance. Ça veut dire est-ce que x il est indépendamment à y. Donc parmi les choses qui va nous permettre de connaître en fait ça, c'est la loi conjointe. Alors la loi conjointe, ça veut dire on cherche à la fois la loi de x et y. Alors la loi de x et y, donc il est défini ainsi. Alors la probabilité pour avoir x et xj, c'est la probabilité d'avoir en fait l'intersection de deux événements. Voilà. Donc ça s'appelle la probabilité conjointe. Alors bien évidemment, à partir de la probabilité conjointe, donc on peut tirer la loi de x. Alors cette loi de x, donc ça s'appelle la loi marginale, à condition qu'elle sera tirée à partir de la loi conjointe. Et là, vous voyez bien clair que si je note, si je cherche en fait la probabilité marginale de x, il faut que je fais toute la sommation sur la probabilité conjointe, mais la sommation donc il porte sur les valeurs prises par y. Et contrairement pour si on veut chercher la loi marginale de x, pardon, de y. Alors, la loi conditionnelle, c'est encore fondamental parce que ce sont des choses qui vont nous permettre encore de savoir est-ce que deux variables sont indépendantes ou bien non. C'est la loi conditionnelle. Alors, la probabilité conditionnelle, donc il est défini ainsi. Alors, P de x égale à xi, sachant que y égale à yj, c'est tout simplement, c'est la probabilité en fait conjointe, d'accord, divisée sur le conditionnel, ça veut dire la probabilité de conditionnel. Alors, pourquoi on raconte ceci? C'est parce que tout simplement, l'indépendance en probabilité, donc il va nous permettre de détecter ce qu'il y a vraiment une indépendance ou bien non. Alors, si x, y sont indépendantes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la probabilité conditionnelle égale à ça. Alors, encore, donc on peut utiliser la loi conjointe en disant que si on a l'intersection, c'est le produit de deux probabilités. Alors ici, c'est la même analogie que
que les événements. Alors, on peut dire, voilà, qu'on a ici P de A sachant B, si A et B sont indépendantes, alors on a la probabilité de l'intersection, c'est le produit de deux événements. Alors, vous voyez là qu'on a la même analogie. Alors, un troisième exemple qui va illustrer encore en fait cette notion, vous avez la loi conjointe. Alors, la loi conjointe entre x et y, donc il est donné, il est récapitulé ainsi. Alors, P de x et y sont pairs. Donc, pair ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour la valeur de x, donc on a la valeur 2, et pour y, on a la valeur, donc moins 2 et 8. Alors, ici, donc on peut écrire donc P de x y, donc sont pairs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire P, X, donc pair, et Y, pair. D'accord? Alors, pour avoir ceci, alors là, il faut avoir en fait, c'est la probabilité, par exemple, pour que X égale à 2, d'accord? Et Y égale pair, ça veut dire il a en fait deux valeurs. Donc, soit Y égale à moins 2, ou bien Y égale à 8. Alors ici, c'est comme on a en fait un A inter B union C. Voilà, donc finalement ici, donc on a P de X égale à 2, d'accord? Ou bien Y égale à moins 2, plus, d'accord? P de X égale à moins 2 et Y égale à 8. Donc, d'où la nécessité ici, donc ça donne la loi conjointe 2 avec moins 2. Voilà, c'est 0,09 plus 2 avec 8, en fait, moins 2, pardon, ici c'est 2, je m'excuse. Puis vous avez un 0,06 qui donne 0,15. Alors, pour un deuxième exemple, encore on a la probabilité conditionnelle. Alors ici, vous avez P de X donc égal à 1, sachant que Y égale à 5 ou bien 8. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire qu'on a la probabilité, d'accord, pour que X égale à 1 et Y égale à 5, ou bien, d'accord, ça veut dire ici, ça sera 1 plus, d'accord, fois ceci. Alors la même chose en fait, donc on va passer à une deuxième situation, là où on a en fait la probabilité conditionnelle. On a P de X égale à 1, sachant que Y égale à 5 ou bien 8. Alors, donc on va essayer de voir les deux notions. Ça veut dire là que c'est comme on a ici le conditionnel et on a en fait la réunion. Alors la réunion, c'est toujours, ça se traduit par 1 plus. Parfait. Alors, donc soit x égale à 1 et y égale à 5, ou bien x égale à 1 ou y égale à 8. D'accord? Et bien évidemment, divisé sur, en fait, p de x, p de y égale à 5 ou 8. D'accord? Donc ça veut dire autrement dit, c'est égal à p de y égale à 5 plus p de y égale à 8. Voilà. Maintenant, pour les paramètres d'une variable aléatoire. Donc, on a défini une variable aléatoire discrète, donc on a trouvé en fait sa loi de probabilité. Alors là, il faut absolument chercher son espérance et son variance. Alors, je rappelle ici que l'espérance... Donc ici, donc, on va passer au calcul des paramètres d'une variable aléatoire discrète. Donc, il s'agit de l'espérance et de la variance. Donc, l'espérance, en quelque sorte, c'est la moyenne. Et la variance, donc, comme vous avez vu en statistique, c'est la manière pour mesurer la dispersion autour de la moyenne. Vous avez l'espérance de x, donc qui est là. Vous avez ici des réalisations qui sont partout. Et vous avez en fait l'espérance, en fait, c'est le centre de gravité. Alors ici, la variance, donc il mesure la dispersion autour de la moyenne. Ça veut dire qu'on a des xi ici, des xi qui sont ici, et là, vous avez la moyenne. Et là, on cherche la moyenne des distances. Donc, c'est exactement, c'est la variance. Alors, l'espérance, c'est l'espérance mathématique d'une variable aléatoire, donc il est défini ainsi. Donc, c'est une somme pondérée. Ça veut dire qu'on a une réalisation xi, d'accord, qui se répète, ou bien qu'il a la chance, ou bien la possibilité d'être apparu avec une probabilité pi. Alors, donc, x, donc il a des réalisations x1 jusqu'à xn. Alors, chaque réalisation, donc, il a une probabilité d'être apparu.
Donc, bien évidemment, donc l'espérance, donc c'est la multiplication, d'accord, de xi fois pi. Alors, pour un x carré, c'est tout simplement on remplace les xi qui sont ici par xi bar. Donc, autrement dit, on peut même chercher en fait l'espérance d'une fonction. Ça sera f de x que multiplié fois p de i. Ici, c'est p de xi. Alors, le produit, donc on aura besoin absolument de la loi conjointe. D'accord? Parmi les propriétés fondamentales de l'espérance, on a la linéarité. Donc, l'espérance de ax plus b, c'est a fois l'espérance de x plus b. C'est parce que l'espérance d'une constante, c'est toujours une constante. Donc, on a encore l'additivité. Ça veut dire que l'espérance des sommes, c'est la somme des espérances. Pour la variance, c'est elle-même, c'est une espérance mathématique, sauf que, donc, il est défini ainsi. Ça veut dire, on cherche en fait la relation, en fait, la distance entre la réalisation et x, comme on a fait ici. Donc, ça, en fait, ça s'élève au carré. Alors, plus souvent, chers étudiants, il faut absolument, en fait, il vaut mieux d'utiliser, en fait, cette formule parce qu'elle est très simple pour la manipulation et c'est une conséquence, en fait, de ça. Alors, contrairement à l'additivité de l'espérance, on a une non-linéarité de la variance. Donc, la variance de ax plus b, c'est a carré fois la variance de b. Donc, je rappelle ici que la variance de constante, il est toujours nulle. Donc, vous avez ici un exemple qui est très simple. Vous avez des réalisations qui sont ici et vous avez les probabilités de réalisation. Donc, l'espérance, donc, il est défini ainsi. Donc, le produit ici, produit ça, produit ça, produit ça. D'accord? Donc, il y a la variance. Donc, c'est l'espérance des carrés moins carré des espérances. Donc, on a les deux résultats qui sont ici. Maintenant, la covariance aussi, c'est une notion fondamentale qui permet de, par suite, vous allez voir qu'il s'agit d'un test qui permet de voir est-ce qu'on a une indépendance entre deux variables. Alors, la covariance, donc, il est défini pour les variables aléatoires, donc, il est défini ainsi. D'accord? Donc, il vaut mieux, chers étudiants, d'utiliser en fait cette formule parce qu'elle est très, très, très simple dans la manipulation. Donc, la covariance, c'est l'espérance des produits moins produit des espérances. Voilà. Donc, dans le cas d'une variable aléatoire discrète, donc on utilise en fait toujours la probabilité en fait conjointe. Donc, bien évidemment, donc, vous pouvez utiliser en fait cette formule. Alors, vous avez la covariance entre deux variables. Donc, elle est notée ainsi. Vous avez ax plus b cy plus d, c'est a fois c covariance de x fois y. Alors, pour l'indépendance, si vous avez x, y sont indépendants, ça veut dire que la covariance, elle est nulle. Autrement dit, l'espérance des produits, c'est produit des espérances. Attention, la réciproque. Alors ici, quelques opérations sur les variances. Vous avez la variance de x plus y, c'est la variance de x plus la variance de y qui est égale à plus 2 covariance de xy. Et vous avez la variance de xy moins y, c'est la variance de x plus la variance de y moins 2 la variance de x. Alors vous voyez là qu'on a en fait le même signe qui est ici. D'accord? Et vous allez voir que si les deux variables sont indépendantes, alors si maintenant x, y sont indépendantes, alors la covariance, elle est nulle. Voilà. De plus, on a la variance de x plus y, c'est la variance de x moins y, qui tout simplement, c'est la variance de x plus la variance de y. Donc, je finis par un exemple sur ça. Donc, on a la loi conjointe de xy. D'accord? Donc, il est défini ainsi. Bien évidemment, on a la loi marginale de x et la loi marginale de y. Alors, l'espérance de x, donc, il est défini ainsi. D'accord? Donc, c'est la somme des pi fois xi. Donc, il est bien clair ici. Alors, puis vous avez pour y, c'est la même chose. Alors, pour xy, donc, on a utilisé la loi conjointe. Donc, il est facile, ça veut dire ça veut dire pour xy, à chaque fois que vous prenez ça, donc on doit le multiplier fois ça. Plus on a 4 et 15, donc fois 0,5. 4 fois 25, c'est 0,05, et ainsi de suite pour les autres. Donc, le calcul, il est faisable. Alors, pour la covariance, ce sera la même chose pour le calcul. Alors,
est égal, vous allez voir que là, on a trouvé qu'il s'agit de 0. D'accord? Mais là, on ne peut pas dire qu'ils sont indépendants. Ça veut dire que je parle de deux variables. On ne peut pas dire ça. Alors, cette variance, elle est nulle, signifie qu'il n'existe pas une liaison de dépendance linéaire entre x et y, mais n'entraîne pas l'indépendance de ces deux variables. En effet, le moyen le plus simple pour vérifier que les variables x et y ne sont pas indépendantes en probabilité est d'utiliser un contre-exemple. Alors, vous vous rappelez bien que si on a p de x, y, x et y, ça donne p de x fois p de y. Alors, je prends là par exemple un contre-exemple pour x égale à 4 et 5, d'accord, qui est égal à 0,1, et je prends la valeur p de x égale à 4, qui est égal à 0,2, et puis p de y égale à 5. Donc c'est 0,2, donc c'est 0,04, qui est en fait qui est différent à 0,1. Donc, ici, il faut faire absolument, si vous avez x, y sont indépendantes, on a la covariance est nulle. La réciproque n'est pas toujours vraie. Merci bien.